Merci pour l'invitation. Je vais juste rectifier dans la présentation. Ah non, non, moi je viens là partager un constat, une enquête, j'ai pas de réponse. J'apporte pas de solution. Faut pas qu'il y ait de méprise. En gros, on a sûrement l'occasion dans le débat. Je crois que vous aviez prévu 45 minutes. Je vais faire plus court pour laisser la discussion. Je pense que c'est plus intéressant. Je n'amène pas des bonnes nouvelles, vous vous en doutez. Moi, ça fait longtemps que je m'occupe journalistiquement d'agriculture. Je ne vais pas vous faire ma carrière parce que je suis vieux, donc ça serait long. Mais je veux dire, dans les années 70, j'ai commencé à écrire dans le journal en fait de la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique. Moi, je suis breton, voilà. Ça s'appelle Le Paysan Nantais. Et puis après, j'ai fait toute une carrière qui m'a amené sur la politique étrangère, mais j'ai jamais oublié d'où je venais, qui est un petit village breton qui s'appelle Guillemets-Pinfo, et mes copains qui étaient restés à la ferme. Et donc, j'ai toujours gardé un œil sur l'agriculture, même si je cavalais le monde. Et j'ai suivi comme ça toutes les évolutions. Je ne sais plus exactement, c'est fin des années 80, début des années 90. Mes copains m'avaient tiré par la manche en disant « Dis donc, tu ferais bien de regarder ce qui se passe parce qu'il y a des choses qui ont vraiment changé. » Et donc, j'ai fait un bouquin qui s'appelait « Les nouveaux paysans » sur les nouvelles pratiques agricoles, sur l'accueil à la ferme, sur le début des circuits courts, comme on dit aujourd'hui, mais qu'on n'appelait pas ça comme ça à ce moment-là. Voilà, bref, pour dire que je surveille le milieu, je vous surveille depuis longtemps. Et parallèlement, l'agriculture m'a amené à interroger ce qui se passait au niveau des échanges agroalimentaires, de la faim dans le monde, des contrats de libre-échange mêlant l'agriculture, etc. Et puis je m'apercevais qu'il n'y avait rien sur le climat. L'agriculture étant la première impactée par le climat, je me suis dit, on va commencer par chez nous, faire un petit audit, de voir comment c'est perçu par les agriculteurs. Alors, j'ai fait ça, ça a le mérite d'exister, c'est sûrement largement insuffisant. J'ai essayé de panacher les régions, de prendre au nord, aux quatre points cardinaux de la métropole. Je n'avais pas les moyens de faire les dom-toms. Et de panacher les points cardinaux, les productions, les modes de faire valoir. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien du conventionnel, de la biodynamie, et à peu près toutes les productions sont représentées. Il y en a qu'une, c'est le porc, les porcins, mais j'ai eu le tort de m'adresser chez moi, puis ils m'ont tous claqué la porte au nez. Ils sont un peu durs, les porcins bretons. Mais sinon, toutes les productions ont répondu présentes. Voilà. Donc, c'est vraiment ce petit livre pour partager la parole de celles et ceux qui sont quotidiennement aux premières loges, dont vous. Il y a parmi vous, où il est Jean-François, il est là, qui est dans le bouquin, voilà, que j'avais eu l'occasion d'interviewer sur d'autres sujets. Voilà. Ce qui ressort, hein, les témoignages, je vous résume un peu ce que j'ai retenu, et je vais prendre mes lunettes, parce que voilà. Je vous donne sans hiérarchie en fait la parole de vos collègues dans le pays. Le problème des hivers doux qui posent des problèmes de dormance, pour ceux qui sont confrontés à ça, des printemps froids, des printemps précoces, des gelées tardives, donc je vais pas vous faire le cours, vous savez à quoi ça correspond. L'allongement de la saison de croissance de certains végétaux qui les expose davantage à la sécheresse en fin de saison de croissance. C'est vrai pour les fourrages, c'est vrai pour les céréales. Le fait aussi qu'on a, ça c'est des vignerons qu'on parlait, on a 4 saisons en une. C'est-à-dire qu'avant, vous avez un métier où, quelle que soit la... C'est moi qui fais ce bruit-là? Ah non, quelle que soit la filière, vous êtes habitué aux aléas. Vous avez été habitué aux aléas climatiques. Des bonnes années ou des mauvaises suivant une production, et puis bon, on pouvait équilibrer. Là, le problème qu'on a, c'est que, je ne sais pas s'il y a des viticulteurs dans la salle, c'est un Bordelais qui m'expliquait ça. Il me disait d'habitude, avec le printemps, le comportement de la vigne, on savait à peu près ce qu'on allait avoir comme vin, en fait. Mais aujourd'hui,
On a 4 saisons en une, c'est-à-dire qu'on passe du printemps à l'hiver, on repasse un coup de sécheresse, etc. Et ça se retrouve dans le comportement du vin dans les barriques, quoi, tout simplement. C'est l'affolement complet. Donc 4 saisons en une, la pullulation des insectes et des ravageurs, un changement aussi dans les maladies infectieuses. On a vu des maladies infectieuses quasi-africaines arriver en Creuse. On glisse donc vers un régime, c'est Jean-François qui dit ça, on glisse vers un régime d'année à 2 saisons. En fait, une sorte de tropicalisation, hein, avec une saison des pluies, une saison sèche, avec au centre, on discutera peut-être dans l'enjeu, c'est l'eau, hein, tout de suite. Des pics de chaleur redoutables, on l'a vu cet été. Enfin, je veux dire, moi j'habite dans le Morbihan, vous voyez, quand il fait 30 degrés, il fait très 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 chaud. Chez moi, il a fait 42 degrés. Enfin, c'est des choses. J'ai appris que vous aviez eu des pointes à 50, vous. C'est des choses inouïes. Des étés sans orages salvateurs au moment venu. Les orages, pareil, de la mi-juillet ou de la mi-août qui pouvaient sauver des récoltes. Un gros souci avec l'herbe, ça c'est revenu chez tout le monde. Pas tué chez les éleveurs, mais je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une mise en danger on dira de l'agriculture paysanne, c'est-à-dire que vraiment les herbages souffrent terriblement. La perte des rendements, vous l'avez évoqué dans vos inquiétudes sur l'année 2022. Et puis, ce qui est moins visible, mais qui impacte et qui impactera encore plus à terme, c'est la perte de services des écosystèmes forestiers. Mortalité d'arbres, ça augmente le dépérissement de la forêt, ça augmente les conditions propices aux incendies, ça touche de nouvelles régions. Par exemple, dans les Vosges, ils apprennent aujourd'hui la lutte incendie dans les forêts. Ils ne connaissaient pas du tout. C'est les gens de PACA qui montent les former. Voilà. Et la perte des forêts, on en reparlera, mais ça joue un rôle déterminant dans la lutte contre le climat. La deuxième partie, toujours pour faire comme ça les grandes lignes de l'enquête, c'est un peu comment vos collègues réagissent. Ce que j'ai repéré partout, et en premier, c'est l'eau qui devient un objet central d'inquiétude, c'est clair, on a besoin d'eau. On reviendra, je pense, dans les questions sur la manière dont on y fait face. Ça pose la question de l'accès à l'eau, pas seulement de l'agriculture, ça le pose pour le reste, dans les endroits de très très forte tension. Je veux dire, on se repose la question du partage de l'eau et de la manière dont on le décide. C'est tout de suite très rugueux. On l'a vu, je ne sais plus c'est le Tarn, on l'a vu en Poitou-Charentes, et on le verra quand il va falloir choisir, en gros, si on suit les projections du GIEC qui, a priori, sont toujours plutôt pessimistes, hein, enfin plutôt optimistes, ça va toujours plus vite et plus loin. La région où on est, hein, enfin, je veux dire, la production viticole, à un moment, il va falloir choisir si on irrigue la vigne, si on garde de l'eau pour boire, si on lave les voitures, si on remplit les piscines. Enfin, je veux dire, ça va être vraiment des questions qui sont pas loin, qui sont à 20 ans, quoi. Et c'est aujourd'hui qu'il faut le décider si on veut éviter de se tirer dessus. Pardon ? Ouais. Je continue. Donc, la perturbation de la phénologie, en particulier donc sur les questions de dormance, on ne sait pas trop comment le résoudre. Je veux dire, on change de culture, on modifie génétiquement. Derrière, il y a la question du problème de société que ça pose. Pareil en termes d'élevage, il y a des races animales, des races bovines par exemple, qui s'adaptent très bien au changement climatique, qui sont costauds. Je pense à la limousine par exemple. L'Holstein, c'est beaucoup moins facile de l'adapter au pic de chaleur. Il y en a qui ont décidé de faire brouter leurs vaches la nuit, vous le verrez dans le bouquin, et ça marche très très bien. D'autres qui préfèrent réfléchir à investir dans une étable climatisée. Dans les pics de chaleur, les gros élevages, les poulaillers, ça devient invivable, c'est une augmentation de la mortalité. On a vu des choses abominables en Bretagne. Donc, il faut les ouvrir, mais si on les ouvre, on se retrouve face au règlement de plus en plus prégnant sur les questions de risque d'épidémie de grippe. Donc, le modèle est au bout un peu de la chose, n'arrive pas à répondre.
Il y en a qui veulent couvrir leur verger avec des ombrelles pour éviter que les fruits brûlent au soleil. D'autres se posent carrément la question d'abandonner. Pareil dans le maraîchage, j'ai rencontré des maraîchers qui disent, bon, on va arrêter le plein champ. Si on fait ça, si on fait tout fruits et légumes en serre climatisée, c'est un investissement, mais c'est aussi un renchérissement des prix de revient. Sur la gestion des prairies, c'est pareil, chacun tâtonne un peu dans son coin. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Vous avez compris ce que je veux dire, c'est-à-dire que chacun est un peu seul face à l'ampleur du problème. On fait face individuellement, avec ses moyens, avec son inventivité, avec ses aptitudes, mais je veux dire que ce que j'ai senti, c'est le besoin de discuter, d'échanger, ça c'est la première chose, de se dire est-ce que j'ai fait les bons choix, est-ce que ce qui marche chez moi marche ailleurs, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'on se retrouve avec des problèmes, je veux dire tout simplement de nature des sols, d'agronomie. Et puis surtout, ce qu'on n'a pas, c'est le manque d'expérimentation à grande échelle. Hein, c'est-à-dire, je pense que j'enfonce devant vous des portes ouvertes, mais ça fait du bien de le dire, parce que des fois, la façon de dire quelque chose autrement que ce qu'on pense, ça fait avancer. Je veux dire, le climat, ça touche la Terre entière. Ça prend des aspects différents. On pourrait aussi y revenir dans la discussion suivant la latitude. L'Europe fait partie des continents qui vont être le plus impactés. Je veux dire, ça va être, en termes de changement, c'est plus fort en Californie, en Europe de l'Ouest. C'est lié à un tas de choses. Je veux dire que les scientifiques expliquent très bien sur la fonte des pôles, etc., sur la circulation atmosphérique. Ces changements-là, c'est impossible. Je veux dire, d'une part, de vous laisser seuls les affronter, ça c'est évident, mais de vous laisser seuls trouver des solutions. C'est-à-dire que il va falloir changer un tas de choses, un tas de pratiques. Vous allez changer vous et pas le voisin, c'est complet, ça ne marchera jamais. Je veux dire par là qu'il y a tellement de facteurs qui dépassent l'objet agricole même. On prend la gestion de l'eau, ça ne dépend pas que de l'agriculture, ça va dépendre de la protection des forêts, de la manière dont on gère les bassins versants, etc. Je veux dire, ça va dépendre aussi de la demande, des modes de consommation. Peut-être qu'il va falloir changer un certain nombre de choses. Tout ça, ça demande du débat, de la réflexion et un retour à la géographie. C'est-à-dire que l'impact dans tel lieu, sur telle vallée, ne va pas être le même que sur un plateau et pas être le même au nord de la Loire et au sud. Donc, on comprend bien que la chose à laquelle on a à faire face est gigantesque. On pourra revenir sur la COP si vous voulez, mais je ne pense pas que ça ait beaucoup d'intérêt. Mais sur les derniers chiffres des émissions, on est passé au-dessus des émissions avant Covid. Hein. On est à 40,6 gigatonnes. Pour donner une idée de ce qu'on émettait en 1960, c'est quand même pas si loin, c'était 16,16 gigatonnes. En 90, qui est le repère Kyoto, 27,04 gigatonnes. Et on est rendu donc à 40,6, même s'il y a des efforts de réduction. Hein, c'est pas, je dis pas qu'il se fait rien, il se fait pas assez, surtout. Ça veut dire que on est déjà à 1,5 degré d'augmentation. Je ne sais pas comment on va pouvoir tenir. Enfin, je veux dire, je répète la parole des gens du GIEC. Si on continue comme ça, c'est simple. Je veux dire, sur la lignée de ce qu'on est là, on est à plus 2,7, plus 3 degrés à la fin du siècle. C'est énorme. Les températures en moyenne, c'est beaucoup plus en réalité. Par exemple, ce qui a été modélisé sur la région Nouvelle-Aquitaine, pas Nouvelle-Aquitaine, ça date de la région Aquitaine, pour 1,5 degré d'augmentation, vous avez des plus 8 degrés par endroit, en moyenne, sur l'année. Donc, si vous voulez, on s'aperçoit que le Sahara traverse rapidement la Méditerranée et que, bon, PACA, une partie de l'Occitanie sera au régime d'Alger ou de Tunis. On vit très bien à Alger et Tunis, mais on ne vit pas de la même manière. Que ce soit l'architecture, que ce soit ce qu'il y a dans les champs et tous les aspects de la vie. Donc, les heures de boulot même. Donc,
la question que je pose dans le livre, c'est, pour résumer, c'est qu'il n'y a pas, il y a d'une part pas une production, pas une latitude qui ne soit impactée, que le changement est là et bien là, que ça va très vite, trop vite par rapport à l'adaptation des espèces, qu'elles soient végétales ou animales, que depuis qu'existe l'agriculture, c'est-à-dire à peu près 10 000 ans, vous avez et puis si je reprends depuis que l'homme est là, donc 7-8 millions d'années, de coévolution entre le monde sauvage et l'agriculture. L'air de rien, c'est un aspect qui n'est pas souvent soulevé, mais le monde sauvage, pour faire court, est habitué à la présence de l'homme et s'est adapté. Hein, je veux dire. Et si vous voulez, vous prenez le bocage, il vit avec du sauvage dans ses haies, dans les lisières, etc. C'est capital en réserve de biodiversité, en pollinisateurs dont on a besoin, etc. Donc, il n'y a pas que la culture il n'y a pas que l'agriculture qui est touchée, il y a ces complémentarités-là qui sont subtiles, qui sont précises mais pas toujours bien connues, hein, entre monde sauvage et monde domestique. Le climat attrape ça de front. Ce que j'insiste, c'est que ce n'est pas une crise. C'est vraiment un changement définitif. On en a pris pour des siècles. Et que dans les manières de s'adapter, de réfléchir à la manière dont on peut s'adapter, aujourd'hui, ce qu'on voit, et ce n'est pas lié non plus qu'à l'agriculture, on cherche des solutions techniques pour répondre à un impact. Sauf que, si vous voulez, ça marcherait si l'impact était fixe. Mais on est dans une dynamique. Donc, on ne peut pas penser en termes d'adaptation réactive. Il faut penser en termes d'adaptation dynamique, parce que de toute façon, ça ne va pas arrêter de changer et on ne sait pas où on va, parce que c'est la première fois dans l'histoire humaine qu'on est confronté à un tel phénomène. Donc, on a juste des trajectoires scientifiques d'évolution d'un certain nombre de choses. En gros, la teneur des gaz dans l'atmosphère, la manière dont ça peut impacter tel et tel écosystème. Mais pour le reste, les solutions qu'on peut trouver, on ne sait pas du tout ce que ça peut faire. Donc, moi, c'est ce qui m'effraie le plus, penser simplement en termes de réponse technique, alors que quand on va la mettre en place, c'est déjà figé. Je vais te donner un exemple qui est pas agricole. On est en train de dépenser des milliards pour essayer de sauver Venise, mais quand ça va être prêt, de toute façon, ça sera au-dessus. Je veux dire, pareil pour Londres. Les Hollandais l'ont bien compris. Aux Pays-Bas, j'ai tourné un film il y a quelques années là-dessus, sur comment on faisait face au réchauffement climatique. Les Pays-Bas, ils ont quoi, un tiers du pays qui est en dessous du niveau de la mer. Ils ont compris qu'ils ne pourraient pas monter les digues tout le temps, parce qu'à un moment, ça va passer par-dessus de toute façon. Il y aura encore plus de monde de l'autre côté, il y aura encore plus de dégâts. Eux, ils rouvrent. Ils redonnent de l'espace à l'eau, tout simplement. C'est courageux, hein. Ils ont noyé des centaines et des milliers d'hectares. Ils indemnisent parce que c'est un choix politique. Ils ont prévu les budgets, ils le font sans spolier, que ce soit les fermes ou que ce soit les maisons, hein, qui sont impactées. Ils relogent ils ont même été jusqu'à donner des bourses pour des agriculteurs à s'installer en Australie. C'est un exemple, hein. C'est pour dire qu'il faut avoir en tête qu'on est face à une dynamique et que si on ne répond pas dynamiquement, on fait une grave erreur d'appréciation. Enfin, toujours pour ramasser un peu ce qui m'a marqué, donc c'est la perte de culture collective et de savoir. Moi, j'ai 72 ans, donc j'ai connu l'époque des années 60-70, j'étais tout jeune, mais dans les campagnes, il y avait une émulation, hein. Les gens allaient voir il y avait des cercles de progrès, on va dire, hein. Il y avait des centres techniques, ça bougeait, et vraiment, il y avait c'était pas de la compétition, hein. C'était vraiment du partage, de l'expérimentation à grande échelle. C'était porté par toutes les organisations agricoles de l'époque. Je pense qu'il faudrait quelque chose comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que
on a besoin d'une réflexion de la même ampleur. Il faudrait y rajouter les scientifiques, parce que quand même, c'est une balise indispensable. Hein. Et deuxièmement, les consommateurs. Je veux dire, quand je dis les consommateurs, je ne dis pas qu'il faut amener que choisir, je dis qu'il faut voir comment on englobe la société pour réfléchir, parce qu'on est tous obligés de changer. Ce n'est pas forcément dramatique, parce que ça serait dramatique si on laisse, si on prend des décisions trop tard, parce que ça va aggraver les disparités sociales, les disparités économiques, et là on va vers des conflits graves, parce que je veux dire, quand les gens n'ont pas d'eau ou ont faim ou ne peuvent plus avoir accédé à ça, on a vu comment les gens se sont empaillés pour du Nutella, vous imaginez quand ça sera plus grave. Donc c'est maintenant qu'il faut réfléchir tranquillement, mais avoir des vraies stratégies. Donc vous avez compris, moi je le verrai pas, mais il faut penser 2050, il faut penser après pour avoir d'une part un développement, on va dire carrément harmonieux de la société, pour sauver la société humaine, et deuxièmement, je veux dire, sinon il faut penser à ces mômes, quoi. Il faut penser aux mômes et aux petits enfants. Je veux dire, c'est aussi ça les enjeux. Donc, ce déficit-là, si vous voulez, il amène à poser des questions qui sont immédiatement derrière, on l'a vu avec la pandémie. La question de la sécurité alimentaire, qui avant planait pas beaucoup. On parlait de souveraineté alimentaire, voilà. Mais c'est pas seulement pour sortir un petit drapeau riche-mange français, c'est pas du tout ça. On le voit avec la guerre en Ukraine, hein, mais on l'a vu avec la pandémie, on le voit avec les mauvaises récoltes. Je veux dire qu'il va falloir repenser la manière dont on assure notre sécurité alimentaire. C'est un impensé. Ça a été un impensé politique quasiment depuis... si je peux le dater à peu près, hein, je suis pas politologue, mais... en gros, le dernier ministre du plan un peu sérieux qui s'en est occupé, c'est Rocard, donc ça fait 40 ans. Il n'y avait plus de plan, on a dissous le plan. La pandémie, ça a été, je ne m'égare pas parce que ça a vraiment posé une question alimentaire et agricole, la pandémie. Ça a reposé cette question-là qui avait été oubliée, de la sécurité alimentaire. Et j'ai tourné un film pour France 3 pendant la pandémie, sur comment les gens se nourrissaient, leur établissement, entre guillemets, sauvage de circuits courts, l'invention, la solidarité, il y avait des choses merveilleuses. Et j'ai posé la question, c'était mon boulot de journaliste, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les services du Premier ministre, et dit, il y a une cellule, hein, en principe de sécurité, et j'ai dit, qu'est-ce que vous avez prévu, comment ça se passe ? Il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez demandé. Pas de réponse, rien. Même pas on vous rappelle. J'ai harcelé, rien. Je suis un peu teigneux, donc je l'ai pris par la bande, j'ai ouvert le carnet d'adresses, j'ai trouvé un général, dont je savais qu'il connaissait un qui siégeait dans la cellule, et là on m'a dit, oulala, vous mettez le doigt sur quelque chose, à l'Élysée il n'y avait pas pensé. Donc, mais je n'en ferai pas procès à l'actuel président, parce que ça fait 4 ou 5 présidents qui n'y avaient jamais pensé. La seule chose qui se pensait en termes de sécurité alimentaire, c'était de savoir où étaient les sources. Oh ben, si on a un souci, on envoie un avion à tel endroit. Si on a un souci, on fait venir un bateau de tel endroit, à l'autre bout du monde. Ils n'avaient pas pensé pandémie, ils n'avaient pas pensé crise pétrolière, ils n'avaient pas... Non, c'était juste comme ça. Donc, rétérialiser la question de la sécurité alimentaire, c'est quelque chose qui existe maintenant dans la tête des politiques depuis 2 ans et demi, 3 ans. Ça, vous voyez, je veux dire, c'est... Et ça, si vous redescendez la chaîne, ça interroge l'endroit où vous vivez, comment vous vivez dans votre région. Et si votre région... suivant les aléas du climat, ne peut pas répondre à la demande, ouais, voyez où on est. Moi, je fais que poser des questions. Là, je vois vos têtes, je dis, wow. Je suis pas rabat-joie parce que je pense qu'en même temps, ça peut libérer un tas de choses. Si vous prenez, on est ici à Castelnaudary. Bon,
je ne sais même pas combien il y a d'habitants à Castelnaudary, vous me pardonnerez, mais je veux dire que, je ne sais pas s'il y a un élu de Castelnaudary, mais est-ce que la ville sait sa zone d'approvisionnement alimentaire, son autonomie? Vous voyez? L'autonomie moyenne, c'est un travail qui a été fait il y a peut-être 10-15 ans maintenant, mais l'autonomie alimentaire moyenne des villes en France, 2 jours. 2 jours. Donc, je veux dire, quand les gens ont faim, je me répète, c'est l'émeute. C'est l'émeute. Et ma conversation avec le général, qui était off, c'était si on a des mouvements, des émeutes, des pillages de grandes surfaces dans 4-5 grandes villes en France, on n'a pas les forces de sécurité pour arrêter. Donc, je dresse un tableau un peu large d'où nous emmène le climat, mais je veux dire, c'est une toile de fond qu'il faut avoir en tête pour se mettre au boulot, hein, finalement, de prendre à bras-le-fort cette question-là. Ensuite, si vous voulez, moi j'ai fait comme ça pas mal de conférences, hein, sur le climat et puis sur l'agriculture. J'ai souvent vu tout de suite, ah bah oui, mais je sais pas, il n'y a qu'à passer en bio, il n'y a qu'à, faut que. Ah bon. Je veux dire, en fait, non, moi je dirais pas ça. Je dirais c'est largement pas suffisant. Non, c'est largement pas suffisant. Mais on va pas faire, je veux dire, parce que je pense que c'est pas. Enfin, le GIEC le dit très bien qu'il faut passer à l'agroécologie, qu'il faut fixer le carbone dans le sol, qu'il faut augmenter le taux de matière organique parce que ça augmente la fixation de l'eau, etc., etc. Et que de toute façon il n'y a pas une réponse, mais qu'il faut penser ce que je disais tout à l'heure en termes de région, en termes de qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qui concourt à finalement sécuriser la manière dont on mange. Non, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut que tout le monde fasse un pas vers les autres. Il faut sortir des chapelles parce que le climat, il tombe sur la tête de tout le monde, que vous soyez bio, conventionnel, biodynamie, ce que vous voulez comme label et comme mode de faire valoir. Je veux dire, vous êtes tous à la même enseigne, vous avez les nuages ou le soleil au-dessus de vous, et que si on parle en termes de géographie et de géoclimat, ben, je veux dire, l'effort que vous allez faire, si celui d'à côté ne le fait pas, ben, ça ne va pas mener ça va pas mener loin. Donc, voilà, mon message de ce soir, c'est un appel à réfléchir collectivement, ensemble, à ces questions-là. Il faut vraisemblablement trouver des lieux, des occasions, faut définir un cadre, c'est pas à moi de le faire, hein, je veux dire, je pose la question. Il y a des outils, moi je pense qu'il y a des lieux qui peuvent s'ouvrir. Moi, je plaide pour l'ouverture des chambres d'agriculture pour que ça devienne des parlements, du climat, de la nature, de la nourriture, vous mettez le nom que vous voulez, où on puisse débattre. Je trouve que la coopérative de Figeac, que vous devez connaître, fait un boulot dans ce sens-là qui est vraiment intéressant à Figeac. Ils sont dans le bouquin aussi, hein, la firme de Figeac. Ils sont carrément sous cette pression, on va dire, écologique au sens large, climat, sauvetage de la qualité des sols, etc. Ils sont transformés en entreprises à mission. Ils sont complètement corrélés à la vie du territoire. Et ce qui fait que ils n'ont pas encore les solutions, mais ils réfléchissent vraiment à la manière dont ils mettent en œuvre des choses, la manière dont ils testent. Et c'est fait. Je veux dire, quand je dis il faut que les consommateurs s'en mêlent, rien que sur la défense du foncier, enfin, je veux dire, sur le foncier agricole, je parle. Hein, c'est-à-dire pour ne pas laisser les villes ronger le foncier, que ce soit sur l'installation de jeunes, toutes ces questions-là, faut les prendre à bras-le-corps. Et aujourd'hui, ça prend une telle ampleur, je veux dire que ce n'est pas vous tout seul, agriculteurs, qui peuvent résoudre la question. Vous avez besoin d'appui. Par contre, si les agriculteurs s'emparent de ce combat du climat, dans les termes où je le dis, ils vont redevenir, dans leur rapport à la société, des vrais médiateurs de la nature. D'abord parce que vous êtes les premiers observateurs de ce qui se passe, donc vous êtes les premiers savants là-dessus.
Et même si quand c'est un savoir empirique, vous trouverez les scientifiques pour le systématiser. Donc, redevenir les vrais interlocuteurs de la nature et donc permettre un dialogue apaisé avec la ville, je veux dire, c'est aussi quelque chose d'important à avoir en tête. Hein. Parce que moi, je pense que si on laisse la ville revoir l'agriculture, ça ne va pas aller vraiment, quoi. Et si vous voulez, je dis ça, c'est pas une plaisanterie. Parce que le livre que j'ai fait il y a 2 ans, qui s'appelle Steak barbare, est une enquête que j'ai menée beaucoup aux États-Unis, mais dans d'autres pays, sur la fabrication d'aliments de synthèse, que ce soit des végétaux de synthèse, que ce soit des viandes de synthèse, in vitro et compagnie. Je ne vais pas faire un débat là-dessus, mais simplement, les gens qui mettent des milliards et des milliards sur la table. Hein. Le dernier pointage que j'ai fait, quand j'ai écrit le livre donc, qui est sorti en 2019, c'était juste au début du Covid, il y avait 90 entreprises qui travaillaient là-dessus. Le pointage que j'ai fait depuis en mai-juin, il y en avait 500. Hein, c'est-à-dire que le coût est parti et c'est vraiment des investissements en milliards de dollars. Derrière, vous avez l'argent de la Silicon Valley, c'est quand même pareil comme levier, c'est quand même quelque chose, plus, on va dire, une sorte d'imprégnation idéologique avec les transhumanistes, les véganes, etc., qui répandent le discours que le climat, on a une solution très simple pour y faire face, on supprime les paysans. Nous, on est capable de produire de la viande propre, des légumes. Pour le moment, on en met encore un petit peu dans le burger végétal, mais de toute façon, en termes de synthèse de protéines, on peut faire de la carotte, on peut faire tout ce que vous voulez. Donc, on est prêt, on a les outils, on a la technologie, l'alliance comme ça, biotechnologie, informatique, etc. Je ne vais pas vous faire l'exposer là-dessus. Ils ont des solutions toutes prêtes, qui demandent encore à être rentabilisées, etc. Mais je veux dire, quand ils se mettent en manœuvre à ce niveau-là, il faut quand même pas dire « oh là là, c'est des trucs de Californie ». Non, 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 non. Ils ont une usine qui est déjà au Qatar, qui est en train de se monter. Ils ont obtenu la légalisation à Hong Kong et il y a 3 usines en Israël. Je veux dire, et l'Inde est sur la course, les Chinois sont sur la course, sont beaucoup plus discrets là-dessus, alors que les autres communiquent. Donc, si vous voulez, on a aussi un risque que la réponse au climat en agriculture, ça soit produit de synthèse, on peut tout faire. On a des robots, on a des usines, comment dire, ça y est, je perds mes mots, hermétiques, saines, etc. Pasteurisées, voilà. Donc, c'est pour ça que je fais ce petit aparté qui n'en est pas un, et qui va dans le sens de ce que je dis, c'est-à-dire que le chaos climatique que vous affrontez, ça dépasse largement l'exercice agricole, mais ça mérite que les paysans s'en emparent les premiers, et je pense vraiment que vous avez le rôle central là-dessus. Voilà, hein, en gros.